Le bruit de la fourchette de mon frère heurtant son assiette fut le seul son à résonner dans le restaurant soudainement silencieux. J'ai regardé tous les visages de la table familiale se tourner vers la télévision fixée au mur derrière moi. Leurs expressions passèrent de la supériorité arrogante à quelque chose que je ne pouvais pas encore tout à fait nommer. Ce soir dans l'émission Capitale, continua la présentatrice, sa voix remplissant la brasserie parisienne UP, nous dressons le portrait de la réussite la plus secrète de l'industrie technologique. Manon Dubois a transformé Cloud 5 Technologies depuis son studio d'étudiante en un empire de 3,8 milliards d'euros en seulement 5 ans, et elle l'a fait sans un seul communiqué de presse, ni interview, ni apparition publique. Le verre de vin de ma mère tremblait dans sa main. Le visage de mon père était devenu livide. La bouche de ma belle-sœur était grande ouverte, son téléphone figé à mi-chemin de la table. Et Marc, mon frère, celui qui venait juste de me dire d'arrêter d'embarrasser la famille avec ma fausse entreprise, avait l'air d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. L'écran derrière moi affichait le logo de mon entreprise, puis ma photo officielle tirée du site de Forbes que j'avais accepté à contre-cœur de fournir. Je ne me suis pas retourné. Je n'en avais pas besoin. Je pouvais tout voir se refléter dans leurs visages horrifiés. L'entreprise a révolutionné la sécurité des infrastructures cloud, expliqua la journaliste, servant plus de 2000 entreprises clientes, dont des sociétés du CAC 40 et du Fortune 500. Les analystes du secteur estiment la fortune personnelle de Manon Dubois à 1,6 milliard d'euros. J'ai pris une gorgée d'eau. J'ai attendu. Ce dîner se préparait depuis 5 ans, et j'avais appris que le silence était souvent la réponse la plus puissante de toutes. La fille bouc émissaire. Grandir en tant que benjamine de 3 enfants dans la famille Dubois signifiait vivre dans l'ombre des réussites de mes aînés. Marc est sorti major de sa promotion à HEC et a décroché un poste dans un prestigieux cabinet de conseil en stratégie. Ma sœur Émilie est devenue une avocate d'affaires renommée à Paris. Ils étaient les enfants prodiges, ceux dont mes parents se vantaient lors des dîners au country club. J'étais l'intruse, l'étudiante en informatique qui passait ses week-ends à coder au lieu de faire du réseautage. La fille qui a choisi un modeste appartement dans le 11e arrondissement plutôt que l'appartement haussmannien que mes parents proposaient d'acheter, avec des conditions attachées bien sûr. La déception familiale qui semblait réellement aimer travailler avec la technologie plus qu'avec les gens. Manon a toujours été différente, disait ma mère, son ton faisant sonner le mot différente comme un diagnostic médical. Pas ambitieuse comme Marc, pas raffinée comme Émilie. Le rejet a commencé tôt. Quand j'ai décroché mon premier job de programmeuse à 22 ans, Marc a trouvé ça mignon. Quand je leur ai dit que je lançais ma propre boîte à 27 ans, en travaillant depuis mon petit appartement, la réaction fut pire que du mépris. C'était de la pitié. Une start-up technologique, avait dit mon père, la voix dégoulinante d'inquiétude. Manon chérie, 90% des start-up échouent. Tu as un très bon CDI. Pourquoi prendre ce risque? Parce que je crois en ce que je construis, avais-je répondu simplement. Marc avait ri. Y croire ne paie pas les factures, Manon. Ce n'est pas comme ça que fonctionne le monde réel. Les 5 années suivantes furent un flou de semaines de 80 heures, de présentations ratées, de faillites évitées de justesse et de moments décisifs. J'ai bâti Cloud 5 Technologies avec 2 cofondateurs sortis de l'école polytechnique, développant une technologie de chiffrement qui rendait le stockage cloud exponentiellement plus sûr. Nous résolvions un problème auquel toutes les grandes entreprises étaient confrontées et nous le faisions mieux que quiconque sur le marché. Mais je n'ai jamais parlé de mes victoires à ma famille. Pas quand nous avons décroché notre premier client du CAC 40. Pas quand nous avons sécurisé une levée de fonds de série A de 15 millions d'euros. Pas quand nous sommes passés à 50 employés, puis 200, puis 500. Pas quand Amazon, Google et Microsoft sont tous devenus clients. Pas quand notre valorisation a atteint 1 milliard d'euros et que je suis devenu milliardaire virtuel à 30 ans. Pourquoi ne leur ai-je rien dit? Au début, c'était par superstition. Je ne voulais pas nous porter la poisse. Ensuite, c'est devenu une stratégie. Je voulais voir combien de temps ils me sous-estimeraient, combien de temps ils continueraient à dénigrer mon petit projet de garage pendant que je bâtissais un empire qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. Les commentaires ont empiré avec le temps. Lors des repas de famille, Marc parlait de son dernier projet de conseil, gérant un contrat client à 10 millions d'euros, et tout le monde buvait ses paroles. Quand il demandait à contre-cœur des nouvelles de mon travail, et que je disais quelque chose de vague sur la sécurité cloud, la conversation mourait. Tu joues toujours avec les ordinateurs?
demandait mon père, sa déception à peine masquée. Tu travailles toujours depuis chez toi? Ajoutait ma mère comme si j'étais une adolescente perpétuelle. J'avais emménagé dans un siège social de 5000 mètres carrés à La Défense il y a 2 ans. J'avais 700 employés, mais je ne les ai jamais corrigés. Je souriais juste et changeais de sujet. Le point de rupture est arrivé il y a 3 mois à la fête d'anniversaire d'Émilie. Marc venait d'être promu associé senior dans son cabinet, et mes parents fêtaient ça comme s'il avait gagné le prix Nobel. Quand quelqu'un a poliment posé des questions sur mon travail, Marc m'a interrompu. Manon fait toujours son petit truc informatique, avait-il dit avec dédain. Une sorte de logiciel de sécurité. Je ne comprends pas vraiment. C'est un truc de niche, mais bon, au moins elle fait quelque chose qu'elle aime, pas vrai? La pièce s'était remplie de rires polis et pitoyables. Ma mère m'avait carrément tapoté la main avec compassion, comme pour consoler une enfant qui avait fait de son mieux mais avait quand même perdu la course. Ce soir-là, j'ai pris une décision. J'ai autorisé mon équipe de relations publiques à répondre aux demandes d'interview répétées de l'émission Capital. J'ai accepté le reportage. Je savais exactement quelle semaine il serait diffusé, et je savais que ma famille serait au restaurant préféré de Marc ce soir-là précisément parce que ma mère avait mentionné la réservation des semaines auparavant. Je ne me cachais plus. Je choisissais juste mon moment, bâtissant en silence. Alors que ma famille me considérait comme une bricoleuse amatrice, je construisais quelque chose d'extraordinaire. Cloud 5 Technologies n'était pas juste une autre start-up de la French Tech. Nous révolutionnions une industrie entière. La technologie que nous avons développée utilisait un chiffrement résistant au quantique combiné à une détection des menaces par intelligence artificielle. C'était une infrastructure de sécurité capable de prédire et de prévenir les brèches avant qu'elles ne se produisent. Dans un monde où les fuites de données coûtent des millions aux entreprises, nous offrions quelque chose d'inestimable, la tranquillité d'esprit. Notre première percée majeure est survenue la 2e année lorsque nous avons décroché un contrat avec une institution financière du Fortune 100. Ils avaient été piratés 2 fois en 18 mois, perdant des données clients et des millions en amendes réglementaires. Nous avons implémenté notre système et leurs incidents de sécurité sont tombés à zéro. La nouvelle s'est répandue dans l'industrie comme une traînée de poudre. La 3e année, nous avions 50 grandes entreprises clientes et un chiffre d'affaires de 75 millions d'euros. La 4e année, nous nous étions développés à l'international et notre liste de clients ressemblait au bottin mondain des entreprises mondiales, 3 des 5 plus grandes banques, 2 des plus grandes entreprises technologiques, des géants pharmaceutiques. Des sous-traitants de la défense et des agences gouvernementales. Les offres ont commencé à affluer. Amazon voulait nous racheter pour 800 millions d'euros. J'ai dit non. Microsoft a offert 1,2 milliard. J'ai dit non. Nous n'étions pas intéressés par l'idée d'être absorbés par une plus grande entreprise. Nous construisions quelque chose qui tiendrait debout tout seul. Mes cofondateurs sont devenus ma vraie famille. Dr Sarah Kim, ma directrice technique, avait été licenciée par son précédent employeur parce qu'elle était trop ambitieuse. Julien Rodriguez, notre directeur financier, s'était entendu dire qu'il ne dépasserait jamais les cadres intermédiaires. Ensemble, nous avons construit quelque chose qui a prouvé à tous ceux qui doutaient de nous qu'ils avaient tort. Pourquoi ne le dis-tu pas à ta famille? M'a demandé Sarah une fois après avoir clôturé une levée de fonds de série C de 200 millions d'euros. Parce qu'ils ne le croiraient pas, avais-je répondu. Et les regarder me sous-estimer est devenu étonnamment utile. Ça me garde humble. Ça me rappelle pourquoi je fais ça. Pas pour leur approbation, mais parce que le travail compte. Mais ce n'était pas entièrement vrai. Une partie de moi attendait aussi le bon moment. Le moment où leur mépris deviendrait si complet, si public, que le renversement de situation serait indéniable. Je vivais modestement selon les standards des milliardaires. Un bel appartement, pas un hôtel particulier. Une Tesla, pas une Ferrari. Je portais des jeans et des suites au travail. Je voyageais en classe affaires, pas en jet privé. Les seules personnes qui connaissaient toute l'étendue de mon succès étaient mon conseil d'administration, mon équipe de direction et mes investisseurs, qui comprenaient certains des plus grands noms du capital risque. Ma stratégie était simple. Rester invisible jusqu'à ce que le succès devienne impossible à ignorer. Laisser le travail parler de lui-même. Et quand la révélation viendrait, qu'elle vienne de la source la plus crédible possible. Pas de moi me vantant lors d'un dîner de famille,
mais de la presse économique, des publications que ma famille respectait. Ce moment était enfin arrivé. Le dîner. Le dîner avait commencé avec la performance habituelle de Marc. Il avait passé 20 minutes à décrire son dernier projet de conseil, citant des noms de dirigeants et lançant des chiffres conçus pour impressionner. Mes parents avaient écouté avec une attention captivée, posant des questions qui provoquaient des réponses encore plus élaborées. Alors, le PDG m'a personnellement appelé pour me remercier, avait dit Marc en faisant tourner son vin à 200 €. Il a dit que je leur avais fait économiser au moins 5 millions d'euros grâce à mes recommandations stratégiques. C'est merveilleux, chérie, s'était extasiée ma mère. Si impressionnant. Puis mon père avait commis l'erreur d'essayer de m'inclure dans la conversation. Et Manon, comment se passe ton travail sur ordinateur? Avant que je puisse répondre, Marc était intervenu. Oh, Manon s'appelle toujours PDG de Cloud 5, avait-il dit avec un petit rire comme si c'était une blague privée. Elle travaille toujours sur ce truc de sécurité. Ça se passe vraiment bien, avais-je dit doucement. Marc avait agité la main avec dédain. J'en suis sûr. Mais Manon, sérieusement, à un moment donné, tu dois arrêter de te faire appeler PDG de ta fausse entreprise. C'est embarrassant pour toute la famille. Mes collègues me posent des questions sur toi, et je ne sais pas quoi dire. Ma sœur joue à l'entrepreneuse tech. Ça donne une mauvaise image de nous tous. Ma mère avait hoché la tête avec compassion. Chérie, Marc a raison. Il est temps d'être réaliste. Tu as 32 ans maintenant. Peut-être est-il temps de chercher un poste stable dans une entreprise établie. Émilie avait renchéri. Je pourrais t'aider avec ton CV. J'ai des contacts dans les ressources humaines de grands groupes. J'avais pris une inspiration en vérifiant ma montre. 20h48. Le reportage passait à 20h45. D'une seconde à l'autre. Je comprends, avais-je dit simplement. C'est à ce moment-là que la voix de la présentatrice avait coupé le bruit ambiant du restaurant. Silence stratégique. La préparation de ce moment avait en fait commencé 3 mois plus tôt, lorsque Capital m'avait contacté pour la première fois. Ils essayaient de m'interviewer depuis 2 ans, mais j'avais toujours refusé. Je n'avais pas besoin de publicité. Nos clients nous trouvaient grâce à notre réputation et au bouche-à-oreille dans le monde de la sécurité d'entreprise. Mais après la fête d'anniversaire d'Émilie, après les commentaires méprisants de Marc, après des années à être traité comme l'échec de la famille, j'ai fait un choix différent. Faisons-le, ai-je dit à ma directrice des relations publiques, Jennifer. Profil complet, valorisation de l'entreprise, liste des clients, tout ce qu'ils veulent savoir. Jennifer avait été ravie. Enfin, savez-vous combien de fois ils ont demandé? Ce sera énorme pour notre image de marque. J'ai une condition, avais-je dit. Je veux savoir exactement quand cela sera diffusé, et j'ai besoin que ce soit pendant la semaine du 15 mars. Elle avait semblé confuse, mais avait accepté. La chaîne était heureuse de s'arranger. Il courait après cette histoire depuis des années. Le processus d'entrevue a été exhaustif. Il voulait tout. L'histoire des origines, la technologie, les tours de financement, les acquisitions de clients, les quasi-échecs, les triomphes. Ils ont envoyé des photographes à notre siège social. Ils ont interviewé mes cofondateurs, mes investisseurs, même certains de nos clients qui ont accepté de témoigner. Vous avez construit quelque chose de remarquable, avait dit le journaliste lors de notre dernier entretien. Mais je dois demander, pourquoi maintenant? Pourquoi accepter ce profil après nous avoir repoussé si longtemps? J'avais souri. Parce que le travail peut parler de lui-même maintenant. Je n'ai besoin de convaincre personne de quoi que ce soit. Les résultats sont indéniables. C'était vrai, mais ce n'était pas toute la vérité. Toute la vérité était plus simple. J'étais fatigué d'être invisible. Fatigué de l'humilité stratégique. Fatigué de regarder ma famille célébrer la médiocrité tout en rejetant l'excellence qu'ils ne pouvaient même pas reconnaître. Quand j'ai appris que le sujet serait diffusé le 16 mars au soir, j'ai fait quelque chose de calculé. J'ai mentionné à ma mère que j'aimerais me joindre à leur dîner de famille mensuel. Elle avait semblé surprise, je trouvais généralement des excuses pour ne pas venir, mais ravie. Marc a réservé chez le grand cerf, avait-elle dit. Tu sais comme il aime cet endroit. Parfait. Le grand cerf avait des télévisions dans toute la salle à manger,
toujours branché sur les chaînes d'infos économiques. Marc avait choisi l'endroit lui-même. Le timing était parfait. L'endroit était parfait. Tout ce que j'avais à faire était de me présenter et de laisser la vérité se révéler. La révélation. La télévision continuait, inconsciente du drame familial qui se déroulait à la table 12. Manon Dubois a lancé Cloud5 Technologies dans son petit appartement avec 2 cofondateurs, expliqua la journaliste. La technologie de chiffrement propriétaire de l'entreprise a rapidement attiré l'attention des grandes sociétés préoccupées par la sécurité des données. L'écran montrait des images de notre siège, un immeuble de verre étincelant à la Défense, notre logo bien visible sur la façade. Puis des images de notre liste de clients défilaient. Amazon, Microsoft, BNP Paribas, Sanofi, Airbus. Des noms qui faisaient passer le projet de conseil à 5 millions d'euros de marque pour de l'argent de poche. Manon. La voix de ma mère était à peine un murmure. C'est toi. Je me tournai pour la regarder calmement. Oui. Mais tu as dit. Nous pensions. Mon père ne put finir sa phrase. La dernière levée de fonds de l'entreprise a valorisé Cloud5 à 3,8 milliards d'euros, annonça la télé, faisant de Manon Dubois l'une des plus jeunes femmes milliardaires autodidactes du secteur technologique. Le visage de Marc était passé de pâle à rouge. Milliards. Ça ne peut pas être réel. C'est réel, dis-je, prenant simplement une autre gorgée d'eau. Le reportage continuait avec des images d'interview de Sarah, ma directrice technique, debout devant nos salles de serveurs. Manon a une vision extraordinaire, disait-elle à l'écran. Elle a vu l'avenir de la sécurité cloud avant tout le monde. Les entreprises nous confient leurs données les plus sensibles grâce à la technologie qu'elle a contribué à créer. Puis des images de moi dans notre salle de conférence principale, portant le même style décontracté que d'habitude, un jean et un blazer. Nous n'essayons pas d'être les plus gros, disais-je à l'interviewé. Nous essayons d'être les meilleurs. Chaque client que nous prenons, nous traitons sa sécurité comme si c'était celle de notre propre famille qui était en jeu. Tu savais, dit Marc, sa voix tremblant de quelque chose entre la colère et l'incrédulité. Pendant tout ce temps, tu étais assise ici à nous écouter. Et tu savais. Oui. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Demanda ma mère, les larmes aux yeux. Je posai mon verre d'eau avec précaution. C'était le moment que j'attendais, mais maintenant qu'il était là, je ne ressentais aucun triomphe. Juste une profonde et lassante tristesse pour toutes les années que nous avions gâchées. Parce que vous ne m'auriez pas cru, dis-je doucement. Si je vous avais dit il y a 3 ans que j'avais bâti une entreprise valant 1 milliard, qu'auriez-vous dit? Silence. Vous auriez ri, continuai-je. Ou pire, vous m'auriez regardé avec cette même expression de pitié. Manon délire encore. Manon fait semblant à nouveau. Alors, j'ai arrêté d'essayer de vous faire me voir. J'ai construit quelque chose de si indéniable que même vous ne pouviez pas le rejeter. Bien qu'opérant avec pratiquement aucun profil public, continuait la télé, Cloud5 est devenu la référence absolue en matière de sécurité d'entreprise. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle restait à l'écart des projecteurs, Dubois nous a dit « Je voulais que le travail parle de lui-même ». Émilie avait enfin retrouvé sa voix. On n'avait aucune idée. Tu n'as jamais rien dit. J'ai essayé au début, dis-je. Vous vous souvenez quand j'ai lancé l'entreprise? Papa m'a dit que 90% des startups échouent. Maman a suggéré que je trouve un vrai travail. Marc a trouvé ça mignon. Marc ouvrit la bouche, puis la referma. À chaque dîner de famille depuis 5 ans, vous avez posé des questions sur mon travail sur un ton qui disait que vous ne vouliez pas vraiment savoir. Vous avez appelé ça mon petit truc tech, mon projet de garage, ma fausse entreprise. Ce soir, Marc, tu m'as littéralement dit que c'était embarrassant pour la famille que je m'appelle PDG. Le segment à la télé se terminait. Cloud5 Technologies emploie actuellement plus de 700 personnes et sert plus de 2000 grandes entreprises dans le monde. L'histoire à succès de Dubois est particulièrement remarquable car elle l'a bâtie sans fanfare, se concentrant entièrement sur le produit et ses clients. Elle est la preuve que dans la tech, le meilleur marketing est souvent d'être indéniablement excellent dans ce que l'on fait. Mon téléphone vibra. Un texto de Sarah qui regardait l'émission. Ça va? Je répondis rapidement. Mieux que ça va. On se parle demain.
Manon, dit mon père, sa voix lourde de quelque chose que je n'avais jamais entendu chez lui auparavant. Du regret. Nous ne savions pas. Comment aurions-nous pu savoir si tu ne nous l'as jamais dit? Vous auriez pu demander, dis-je simplement. Vous auriez pu être curieux au lieu d'être méprisant. Vous auriez pu croire en moi comme je croyais en moi-même. Marc fixait son assiette, sa confiance précédente complètement dégonflée. Je ne voulais pas dire. J'étais juste inquiet pour toi. L'étais-tu? Demandai-je doucement. Ou étais-tu inquiet de la façon dont mes choix se reflétaient sur toi? Parce que ce soir, tu as dit que le fait que je m'appelle PDG était embarrassant pour toute la famille. Mais la vérité, Marc, c'est que je suis la PDG d'une entreprise qui vaut plus que n'importe quelle société pour laquelle tu as jamais fait du consulting, et tu ne le savais pas parce que tu n'as jamais pris la peine de vraiment regarder. Le silence à notre table était assourdissant. Autour de nous, d'autres clients avaient remarqué le drame qui se déroulait. Certains jetaient des coups d'œil furtifs à notre table, me reconnaissant probablement maintenant grâce au reportage télévisé. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » demanda ma mère, d'une petite voix. Je me levai, posant ma serviette sur la table. « Maintenant, je vais partir. J'ai une réunion du conseil d'administration tôt demain matin. Nous discutons d'une expansion potentielle sur le marché asiatique. »« Attends, » dit Émilie en tendant la main. Je m'arrêtai, regardant ma famille. Les regardant vraiment. Ils semblaient plus petits, en quelque sorte diminués par la révélation. Je ne suis pas en colère, dis-je, et c'était vrai. J'ai juste fini de faire semblant d'être moins que ce que je suis pour vous mettre à l'aise. Si vous voulez faire partie de ma vie à l'avenir, cela doit être à des conditions qui respectent qui je suis réellement, pas qui vous pensiez que je devrais être. Je sortis mon portefeuille et plaçai 3 billets de 100 € sur la table. Le dîner est pour moi. Considérez ça comme un merci. Un merci? Marc avait l'air confus. Pourquoi? Je souris. Un vrai sourire cette fois. Pas le masque poli que je portais depuis des années. Pour m'avoir sous-estimé. Ça m'a gardé affamé. Ça m'a rappelé chaque jour pourquoi je construisais Cloud 5. Pas pour votre approbation, mais parce que je croyais en quelque chose que vous ne pouviez pas voir. Cette clarté était inestimable. Alors que je marchais vers la sortie, j'entendis ma mère m'appeler, mais je ne me retournai pas. Mon téléphone sonnait déjà. Probablement des journalistes qui avaient vu le sujet ou des investisseurs voulant des réunions, ou des clients appelant pour me féliciter pour le profil. Je sortis dans l'air frais du soir en me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Les retombées. Le profil télévisé est devenu viral. En 24 heures, mon LinkedIn a reçu 50 000 demandes de connexion. Ma boîte mail a été inondée de demandes d'interviews, d'invitations à des conférences et de félicitations de personnes avec qui j'étais allé à la fac et à qui je n'avais pas parlé depuis une décennie. Mais les messages les plus intéressants venaient de ma famille. Marc a envoyé un texto le premier, le matin après le dîner. « Manon, je suis tellement désolé. Je n'avais aucune idée. Peut-on parler ?» Puis Émilie, j'ai réfléchi. Tu avais raison sur tout. Je suis désolé de la façon dont on t'a traité. Ma mère a appelé 3 fois avant que je ne décroche. Chérie, ton père et moi, nous voulons arranger les choses. Nous n'avions aucune idée du succès que tu avais rencontré. Nous sommes si fiers de toi. Ce mot, fier, c'était celui que j'attendais d'entendre depuis 5 ans. Mais maintenant que je l'entendais, il sonnait creux. Il n'était pas fier de la femme qui avait travaillé 80 heures par semaine dans un petit studio. Ils étaient impressionnés par la milliardaire à la télé. Merci, lui ai-je dit. Mais j'ai besoin d'un peu de temps. L'attention médiatique était intense, mais gérable. Notre équipe de communication s'y était préparée, et j'ai accordé exactement 3 interviews, aux Échos, à French Web et à un podcast sur les femmes dans la tech. À chaque fois, j'ai insisté sur le même point. Le succès ne consiste pas à prouver aux gens qu'ils ont tort. Il s'agit de construire quelque chose qui compte. Mais en privé, je connaissais la vérité. Une partie de moi avait voulu leur prouver qu'ils avaient tort. Et cette réalisation m'a fait comprendre quelque chose d'important. Je devais lâcher prise. La prochaine phase de ma vie ne pouvait pas être définie par le rejet,
pas plus qu'elle ne devait être définie par leur approbation tardive. 2 semaines après la diffusion du reportage, Marc s'est présenté à mon bureau à l'improviste. Mon assistante a appelé, incertaine. Votre frère est là. Il n'a pas de rendez-vous, mais il dit que c'est important. J'ai pensé à le renvoyer, mais la curiosité l'a emporté. Faites-le monter. Quand il est entré dans mon bureau d'angle, avec ses baies vitrées donnant sur tout Paris et la Défense, les prix et les brevets au mur, il avait l'air diminué. Pas physiquement, mais dans sa façon de se tenir. C'est incroyable, dit-il en regardant autour de lui. Manon. Je ne sais même pas par où commencer. Commence par pourquoi tu es là, dis-je sans méchanceté. Il s'assit en face de mon bureau, passant ses mains dans ses cheveux. J'ai repensé à ce dîner, à tout ce que j'ai dit, à tout ce que je dis depuis 5 ans. Et j'avais tort. Pas juste à propos de ton entreprise, à propos de toi. J'ai passé tellement de temps à essayer de me sentir prospère par comparaison que j'ai complètement raté ce que tu construisais réellement. Je suis désolé, Manon. Vraiment, sincèrement désolé. J'étudiais le visage de mon frère, cherchant des signes d'insincérité. Mais tout ce que je vis, c'était un remords authentique et autre chose. De la reconnaissance. Il me voyait enfin. Merci, dis-je. Ça compte pour moi. 6 mois plus tard. La relation avec ma famille n'a pas guéri du jour au lendemain. Mais lentement, prudemment, nous avons commencé à reconstruire sur une base de vérité plutôt que sur des suppositions. Mes parents sont venus visiter le siège de Cloud 5. Je leur ai fait la visite complète, les salles de serveurs, les laboratoires de R&D, les espaces de travail collaboratifs où 700 employés construisaient l'avenir de la sécurité des données. Je leur ai présenté Sarah et Julien, mes cofondateurs qui étaient devenus les frères et sœurs que mes vrais frères et sœurs n'avaient jamais tout à fait réussi à être. J'aimerais qu'on ait vu ça plus tôt, dit doucement mon père, debout dans notre salle de conférence principale où des accords valant des centaines de millions avaient été négociés. Vous auriez pu, dis-je gentiment. J'ai toujours été prête à partager. Il suffisait de demander au lieu de rejeter. Émilie a commencé à orienter les clients entreprises de son cabinet d'avocats vers nous pour des audits de sécurité. Marc, dans un geste étonnamment humble, a demandé si j'accepterais de venir parler dans son cabinet sur la création d'entreprises technologiques prospères. J'ai accepté, pas parce que j'avais besoin de validation, mais parce que j'avais appris quelque chose de précieux sur ma propre capacité de pardon. La plus grande leçon, cependant, est venue de la façon dont l'histoire s'est répandue. J'ai reçu des centaines de messages de personnes qui se sentaient rejetées par leur famille, qui construisaient quelque chose dans l'ombre, à qui on avait dit qu'elles ne feraient jamais rien de bon. Votre histoire m'a donné du courage, a écrit une femme. Je cachais le succès de mon entreprise à ma mère qui me jugeait depuis 3 ans. Après avoir vu votre profil à la télé, je lui ai enfin dit la vérité. C'est là que j'ai réalisé que la vraie valeur de se rendre public n'était pas de prouver à ma famille qu'elle avait tort. C'était de montrer aux autres que la validation des gens qui vous ont rejeté est bien moins importante que la validation venant de vous-même et du travail que vous faites. Cloud 5 a continué de grandir. Nous nous sommes étendus en Asie et en Amérique. Notre liste de clients s'est agrandie pour inclure des gouvernements et des corporations internationales. L'entreprise qui a commencé dans mon petit appartement avait maintenant des bureaux dans 12 pays. Mais le succès qui comptait le plus ne se mesurait pas en milliards ou en contrats clients. Il se mesurait à l'équipe que nous avions bâtie. Des gens qui croyaient en la mission, qui se respectaient mutuellement, qui n'avaient jamais à cacher leur réussite pour mettre les autres à l'aise. Lors de notre fête annuelle d'entreprise, Sarah a levé son verre pour un toast. À Manon, qui nous a appris que la meilleure réponse au doute n'est pas la colère. C'est l'excellence. 700 personnes ont applaudi. Mes parents étaient là dans le public, comprenant enfin ce que j'avais bâti pendant qu'ils me dénigraient. Marc était là aussi, ne se sentant plus menacé par mon succès, mais sincèrement fier de sa petite sœur. Plus tard cette nuit-là, alors que je me tenais sur le balcon de notre siège social en regardant les lumières de Paris, mon téléphone a vibré. Un texto de ma mère. Je suis désolé qu'il nous ait fallu si longtemps pour te voir, mais je suis reconnaissante que nous le fassions enfin. J'ai répondu, moi aussi. Et je le pensais vraiment, car le voyage de la fille rejetée à la PDG respectée m'avait appris quelque chose d'inestimable. Vous n'avez pas besoin que tout le monde croie en vous.
Vous avez juste besoin de croire suffisamment en vous-même pour construire quelque chose d'indéniable. La fausse entreprise n'a jamais été fausse. Elle attendait juste que les bonnes personnes ouvrent enfin les yeux et voient ce qui avait été là depuis le début.